Dans cette vidéo explosive, Awa Don Melo dévoile des révélations chocs sur la scène politique nationale et les coulisses du pouvoir. Sans langue de bois, il expose des vérités dérangeantes, remet en question certaines décisions stratégiques et révèle des informations jusqu'ici inconnues du grand public. Ses propos suscitent un débat intense. S'agit-il d'un simple avertissement ou d'un véritable règlement de compte politique? Quels sont les enjeux cachés derrière ces déclarations? Nous analysons point par point ces révélations, leurs conséquences possibles et les réactions qu'elles provoquent chez les acteurs politiques, les citoyens et les médias. Prépare-toi à entendre ce que personne n'ose dire publiquement. Abonne-toi pour ne rien manquer des futures révélations et analyses politiques. Et en Côte d'Ivoire, on peut gagner les élections mais perdre le résultat. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Mais quand on prend le cas de 2010, bon, prenons même 2000. 2000, on organise une élection, eh bien, on proclame M. Guy Robert président, alors que les élections avaient été gagnées par Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo a gagné les élections et il avait perdu les résultats. Et c'est la rue qui lui a redonné son pouvoir. Est-ce que vous avez demandé à vos bénévoles aujourd'hui? Non, je n'ai pas fait de demande. J'ai expliqué qu'en Côte d'Ivoire, faisant attention, on peut gagner des élections et perdre les résultats. En 2010, c'était pareil. On organise des élections. Dans les urnes, Laurent Gbagbo est vainqueur et il perd les résultats des élections par, disons, une intervention musclée de l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Très bien, docteur. Une relance. Tout à l'heure, Élisée vous a posé une question sur votre projet de refondation. Je vous suis beaucoup, je vois que vous êtes un peu attaché au communisme. Aujourd'hui, la Chine, dirigée par le Parti communiste chinois, a des entreprises privées. La Russie que vous avez citée tout à l'heure était le bastion du communisme, mais aujourd'hui a évolué vers l'économie du marché. Les Russes ont des entreprises privées. Est-ce que M. Awa Don Melo, élu président de la République, va adopter le communisme comme mode de gouvernance ou bien il va copier soit le modèle russe ou le modèle chinois? Il faut dire que la notion du communisme a évolué avec le temps. C'est comme la notion de démocratie et la notion de capitalisme. Aujourd'hui, le capitalisme a intégré tout ce qui est sécurité sociale, ce qui ne faisait pas partie de son programme. Aujourd'hui, le communisme a intégré tout ce qui est économie de marché et a abandonné l'économie planifiée, a intégré l'économie mixte dans sa doctrine, c'est-à-dire un secteur stratégique au service d'un secteur privé. Et donc, c'est la nouvelle doctrine qui est appelé le consensus de Pékin, à côté du consensus de Washington. Et donc nous sommes dans une nouvelle dynamique du mouvement de l'idéologie communiste, parce que n'oublions pas que l'objectif stratégique de l'idéologie communiste, c'est la pleine satisfaction de l'ensemble des droits sociaux de tout citoyen du monde. C'est ça l'idéal. Droit à l'éducation, à la santé, au logement, etc., etc. Je peux citer tous les droits. Et donc, c'est ces droits-là qu'il faut attribuer. Donc, on passe par plusieurs chemins, on tente par plusieurs chemins. Et puis aujourd'hui, ce qui est en œuvre dans les pays émergents d'orientation communiste, c'est vraiment la doctrine du consensus de Washington, de Pékin. D'accord. Alors, Élisée avait un point, mais essayons de tourner, et puis vous aurez la parole tout à l'heure. Herman? Ma question, dans vos 42 propositions pour la démocratie, la souveraineté, le panafricanisme dans un monde multipolaire, c'est ainsi que vous intitulez votre projet et programme de société. Je prends en la page 6, par exemple, vous dites que, évoquant la réduction de la dette en 2011, vous avez évoqué la croissance élevée du PIB avec une moyenne annuelle de 7%, mais vous dites que cette croissance est entretenue par une perfusion de capitaux étrangers excluant de la chaîne de valeur générée les agents économiques nationaux en leur laissant le lourd fardeau de la dette. Et vous avez expliqué par la suite que l'endettement, l'augmentation des denrées et autres sont... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Qu'est-ce que Awa Don Melo propose pour régler, enfin réajuster ce qu'il appelle finalement une anomalie? Vous savez, les 20 années glorieuses de la Côte d'Ivoire qui avaient été baptisées le miracle ivoirien, il y avait deux institutions clés qui finançaient l'économie de Côte d'Ivoire. Il y avait la caisse de stabilisation qui engrangeait le surplus de la commercialisation de deux produits,
le cacao et le café. Et c'est ce surplus-là qui permettait donc de servir de fonds de souveraineté à la caisse autonome d'amortissement qui pouvait lever des fonds sur le marché international, évidemment qui est amorti par les ressources du secteur café-cacao. Et donc, lorsque vous voyez ce mécanisme-là, vous comprendrez que, eh bien, la Côte d'Ivoire a pu faire face à tous ces engagements jusqu'au début des années 82 où les premiers plans d'ajustement structurel avaient commencé. Et donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a détruit tous les instruments de captation des excédents du produit café-cacao, c'est laissé entre les mains des multinationales. Donc ce qui revenait à la caisse stable est aujourd'hui entre la main des multinationales. Et ces multinationales, ce n'est pas nous qui les gérons, c'est des multinationales qui ont des licences d'exportation de café et de cacao, à côté de petites PME et de coopératives qui ne captent qu'une marge très faible. Et donc il n'y a pas réinvestissement. Il y a exportation de capitaux. Et donc, pour investir, on a besoin d'emprunter. Et voilà pourquoi la dette aujourd'hui augmente, parce que les ressources internes diminuent à cause du fait que toute la richesse créée s'en va à l'extérieur, à cause du code d'investissement et évidemment des accords monétaires, la libre transférabilité des fonds, etc., etc. Et donc, toute la richesse créée s'évapore. Et donc, pour investir, qu'est-ce qu'il faut? On s'endette. Voilà pourquoi la dette ne fait que croître. Depuis la réduction de la dette en 2012, 2011, 2012, la dette ne fait que croître et aujourd'hui on a un paquet de dettes de 30 000 milliards qu'il faut rembourser et les échéances, ça tourne quand même autour de 5 000 milliards par an. Et donc pour financer ça, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va faire? Elle est obligée d'emprunter. Et donc on rentre dans un cycle de surendettement progressif qui va aller jusqu'à étouffer complètement la Côte d'Ivoire. Mais pour payer les échéances, la Côte d'Ivoire n'a que deux marges de manœuvre. Augmenter les recettes internes. Sur quoi? Sur l'eau, l'électricité, le téléphone, etc. Les biens de consommation courante, le riz, la tomate, le loyer, les barrages routiers. Maintenant, on met des barrages sur des routes financées par l'État pour collecter de l'argent. Tout ceci pour faire face à l'énorme charge. Quel est votre projet, justement, si vous estimez que ce point-là n'est pas intéressant pour votre pays? J'explique d'abord. Ce que j'explique là, c'est les conséquences du consensus de Washington qui veut que l'État se désengage de l'économie au profit des multinationales. Et donc, ce désengagement-là nous coûte très cher aujourd'hui. C'est qu'on est obligé de s'endetter. Et pour rembourser la dette, on est obligé d'aller chercher dans la poche des consommateurs. Justement, les solutions que vous proposez. Réengager l'État dans l'économie. Parce que nous avons besoin de constituer un fonds souverain. Quand vous prenez aujourd'hui le cacao, vous avez sur le marché international, le prix du kilo est entre 5 000 et 6 000 et ça va jusqu'à 10 000 quand on va en Russie ou à chose dans des pays comme proches de la Russie. Et donc, vous avez des prix très élevés du prix du cacao. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On achète le cacao à 2800 aux paysans, on le vend par l'intermédiaire des licences d'exportation accordées en majorité aux multinationales, eh bien on le vend à 5 000, 6 000, voire 10 000 lorsque ça arrive dans des pays comme la Russie. Et donc vous voyez un peu que cette marge-là, prenez 3 200 francs comme marge, multiplié par 2 milliards de kilos, vous avez à peu près entre 6 et 7 000 milliards de francs CFA qui s'évaporent de la Côte d'Ivoire à cause des licences. Il faut mettre fin à ça et faire de telle sorte que l'État se réengage à travers une société mixte, État paysan, et que ces ressources-là ne soient pas engrangées par des multinationales, mais soient engrangées par des sociétés mixtes et aussi par des coopératives et des PME ivoiriens qui sont capables de capter toute cette marge-là. Et si ces fonds captés alimentent un fonds souverain, on aura la possibilité de financer sans, s'endetter, comme les pays du Moyen-Orient.
Les pays du Moyen-Orient n'ont pas besoin de s'endetter. Même quand ils s'endettent, c'est garanti par leur fonds souverain, donc ils se remboursent automatiquement. Et donc, voilà un peu la stratégie de développement que je veux mettre en place. C'est comme la Russie. Lorsque l'Union soviétique s'est écroulée, le pays a été vendu aux Américains. Lorsque Poutine est revenu, il a redressé, il a repris le gaz, le pétrole, etc., contrôlé par l'État. Et aujourd'hui, c'est une puissance énergétique mondiale. Donc voilà un peu, les exemples existent. Et la Russie a payé sa dette en moins de 2 ans. Payé toute sa dette et aujourd'hui a des réserves énormes. Malgré toutes les sanctions imposées, elle s'envole. Donc voilà comment on peut maîtriser la dette. On peut maîtriser le financement de son économie et développer une économie souveraine. Très bien. Gandhi Koué. Docteur Dombello, moi je vais aller de plein pied en fait dans les actions concrètes. Vous êtes élu au soir du 25. Les premiers mois, qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent attendre de vous qui peuvent changer? Je donne des exemples. On a vu le régime actuel qui disait quand il vient au pouvoir, il va pouvoir développer des universités. Ça a été un constat fait. On a vu votre pouvoir de 2000 qui arrive au pouvoir, qui parle de décentralisation. On voit les conseils régionaux. Concrètement, vous, quand vous arrivez au pouvoir, si vous êtes élu, qu'est-ce qui change dès les premiers mois pour les Ivoiriens? Dès les premiers mois, disons le premier jour, c'est-à-dire je suis président de la République. Premier décret? Premier décret, loi d'amnistie générale. Ça va permettre d'apaiser un peu la tension, libérer les prisonniers politiques, faire revenir tous les exilés et aussi tous ceux qui ont été frappés par des sanctions qui les empêchaient d'être candidats. Il faut les libérer pour faire respirer la démocratie. Et la deuxième mesure, c'est de mettre en place un conseil des sages représenté par les anciens présidents, les partis politiques les plus influents, quelques membres de la communauté traditionnelle et religieuse et de la société civile pour constituer ce que j'ai appelé le Conseil des sages. Ce Conseil des sages-là va mettre en place une commission électorale indépendante parce que les membres seront approuvés par ce Conseil qui est forcément non partisan puisque tous les partis politiques sont là et les choix se font par consensus. Et donc le découpage électoral sera revu par consensus, la liste électorale sera adoptée par consensus et la démocratie va respirer. Ça c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, d'abord sur le plan de la souveraineté. La première décision c'est annuler les accords de défense. Parce que sans ça, eh bien l'armée coloniale qui est venue par agression, parce qu'elle n'a pas été invitée en Côte d'Ivoire par négociation. Elle est venue par agression et a occupé tout un territoire et continue d'exister. Ton agresseur d'hier ne peut pas être un bon gardien. Donc il faut que cette armée-là quitte le territoire ivoirien, comme elles ont quitté la Grande-Bretagne, le Ghana, le Nigeria, tous les pays anglophones, eh bien les armées sont parties. Vous pensez que le départ, par exemple, du 43e BIMA, monsieur le candidat, s'il vous plaît, on va rester sur l'accord de défense avec notre mission. Vous pensez, par exemple, que le départ du 43e BIMA ne représente rien, justement, ça pas un bon signal? Pour vous, c'est rien du tout? Rien du tout. Pourquoi? Parce que les technologies militaires ont évolué. Vous savez, si vous assistez un peu à la guerre en Ukraine ou bien au Moyen-Orient, vous constatez que les coups partent à des distances incroyables. Hein, et donc, quand vous êtes autorisé à tirer, vous tirez de partout. Donc, 43e BIMA, je vais dire, bon, ça ne sert plus tellement à rien. Très bien. Et ça coûte cher inutilement. Parce qu'il faut entretenir sur place tout un bataillon, alors que vous pouvez rester en France et puis tirer sur la Côte d'Ivoire. C'est pas un problème. Monsieur le candidat, je veux savoir... C'est ce qu'on ne souhaite pas, hein, franchement. Aujourd'hui, vous êtes devant les Ivoiriens. Est-ce que vous avez des reproches sur des éléments précis pour attaquer le régime Ouattara? Évidemment, ça, j'en ai beaucoup. Hein. Je veux 2. La première des choses, c'est le coût des infrastructures. J'ai été directeur général du Bénin de 2000 à 2010. On a laissé dans nos ardoises 200 études. Et on a engagé la Côte d'Ivoire dans le processus PPTE pour réduire la dette afin de mettre en œuvre ces 200 études. Donc je connais par cœur tous les projets qui sont réalisés aujourd'hui. Et donc quand je vois les coûts qu'il y avait estimés en son temps et les contrats, il y a vraiment un gap. Ça va souvent du simple au double et souvent même au triple. Et donc, c'est pour dire qu'on a construit des infrastructures, c'est bien beau. Moi, je suis content quand je tourne à Abidjan de voir des échangeurs,
bien que ça ne suffit pas comme solution, mais c'est trop cher. Et quels sont les bénéficiaires? Les multinationales. Donc non seulement ça coûte cher, mais ça bénéficie aux multinationales. Les entreprises ivoiriennes sont devenues des sous-traitants, donc récoltent des miettes à côté de ces grosses entreprises-là. Donc à qui profitent? Ou toutes les entreprises ou certaines? Je dis certaines entreprises. Certaines. Alors sur le coup justement des projets que vous aviez laissés, nous étions en quelle année déjà, lorsque vous étiez directeur général du De PNED? 2000 à 2010. Est-ce que si on prend une étude évolutive, est-ce qu'on regarde aussi le coût des matériaux pour pouvoir voir un peu le gap? Pour t'aider, Christelle. Oui. Vous intégrez tous les paramètres d'inflation, tous les paramètres d'actualisation, vous intégrez tout ce que vous voulez. Bon, ça, il y a des formules pour ça, donc c'est pas compliqué d'actualiser. Vous constaterez toujours que par rapport à la valeur actualisée, il y a un gap. Très bien. Alors, Élisée, on revient à vous. Monsieur Don-Melo, quand on vous écoute, on voit que vous êtes, je comprends, hein, vraiment, même si vous ne dites pas que vous êtes souverainiste, si vous ne dites même pas que vous êtes du BRICS, tout le monde le sait tout de suite. Votre attaque, c'est les multinationales, c'est les Occidentaux de façon générale. On voit une promotion vraiment de la Russie. Mais vous qui êtes démocrate dans l'âme, faites la promotion d'un pays comme la Russie, que vous prenez comme exemple. La démocratie en Russie, ça vous parle? C'est ce que vous voulez instaurer en Côte d'Ivoire? C'est ce modèle-là que vous voulez pour les Ivoiriens? Là où on n'a même plus d'opposition, où ça n'existe quasiment pas, et où on annexe un pays quand on veut, à l'heure qu'on veut, est-ce que c'est ce modèle-là que M. Don-Melo veut présenter aux Ivoiriens ou veut promouvoir en Côte d'Ivoire? Si vous allez en Russie, vous allez changer de logiciel. Parce que tout ce que vous dites fait partie, j'ai dit, ça fait partie de la propagande occidentale. Ok, allons-y. Donc ça, je veux dire que ça peut se détruire. Donc c'est quoi justement? Mais quand je parle de souveraineté, je parle de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je m'inspire des autres souverainetés, c'est tout, c'est des références. Mais je ne viens pas copier des modèles. Je m'inspire. Quand je parle du cacao, la Russie ne produit pas du cacao. Quand je parle des secteurs à récupérer, la Russie n'a pas ces secteurs-là. C'est en Côte d'Ivoire. Donc quand je dis que je veux mettre en place un fonds souverain, ce n'est pas un fonds souverain russe, c'est un fonds souverain ivoirien pour financer l'économie ivoirienne. Mais vous garantissez dans les Ivoiriens que vous n'allez pas, une fois élu, prendre, ou du moins à cette souveraineté dont vous parlez là, c'est juste un changement, je dirais, de partenaire, remettre tout entre les multinationales russes, qui elles aussi sont très offensives actuellement en Afrique, et tout le monde est d'accord avec. Est-ce que c'est pas ça? Laissez-moi vous expliquer. Le monde multipolaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs pôles. Et ma stratégie, et il a bien lu, je prendrai le meilleur de chaque pôle, que ça vienne de France. Moi, j'ai étudié à l'école des ponts et chaussées de Paris. C'est l'une des meilleures références au monde. Si je dois former des gens en ponts et chaussées, je les amènerai à l'école de ponts et chaussées de Paris, parce que je ne peux pas dire que ce qui se fait là-bas est mauvais. J'ai mangé le fromage parisien, il est très bon, je continuerai. Et donc, je vais dire que là n'est pas le problème. Je choisirai le meilleur. S'il se trouve en Russie, je vais aller le chercher.